Donc là, Chris, on se parle d'où? T'es où toi? Là, je suis à 3 minutes à pied du lac Biwa. Je sais pas si on m'entend bien. On Ça t'entend bien. va? Moi, je t'entends. Ok. Euh, du coup, je suis à 30 minutes de Kyoto, à peu près. Voilà. Ok, bon, ben, top. Est-ce que tu peux nous expliquer ton initiative, c'est une année en fait de découverte. Comment, voilà, comment tu t'es lancé là-dedans? Oui. En fait, c'est un projet que voilà, j'avais depuis 2019. J'avais envie de partir au Japon. Et en fait, j'ai toujours un peu eu cette envie de voyager et de découvrir les métiers d'art un peu partout. On s'est surtout orienté autour de l'Asie et je pense que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité sans que j'arrive vraiment à l'expliquer. Et voilà, depuis 2019, en fait, je rêvais de partir au Japon et voilà, il y a eu toute la période de Covid euh, qui a un peu empêché les choses, qui a ralenti tout le processus. Mais là, 2024, ouais, je suis arrivée au Japon en janvier 2024. Euh, voilà. Ok, donc depuis janvier 2024, qu'est-ce que tu as fait et quel est ton but durant cette année d'exploration? Voilà, du coup, avant de partir, en fait, voilà, quand on prévoit un voyage, on essaye toujours d'organiser les choses. On se dit, voilà, de telle date à telle date, je vais faire ci, voilà. Et aussi, en fait, je suis partie dans le cadre d'un programme vacances-travail. Donc, à savoir que l'ambassade, en fait, demande beaucoup de documents et surtout d'avoir un planning très, très détaillé. Ils veulent qu'on ait budgétisé tout du début à la fin. Donc du coup, faut être très organisé déjà avant de partir. Donc j'ai pu faire un planning de 1 an, mais clairement en fait, Tu as quand on arrive, ouais, quand on arrive sur place, bah tout change. Voilà. Il y a des choses que j'avais sous-estimées au niveau du budget. Du coup, j'ai dû faire des concessions sur d'autres choses. Euh, donc j'avais vraiment fait un petit planning qui était à moitié découverte de villages dédiés à la céramique et à moitié découverte de villes plus réputées pour voilà leur culture. Enfin voilà, par exemple Kyoto, c'est pas forcément un centre céramique, mais par contre c'est une ville très intéressante au niveau culturel, quoi. Ok. Nous, si des céramistes ont envie d'aller au Japon et ont envie de découvrir des villages de céramique, quels sont les villages que tu conseillerais? Alors, je suis pas la mieux placée pour ça. Euh, en fait, là, ce que j'ai pu faire comme village, c'est le village de Seto, qui est à côté de Tajimi. C'est vraiment deux villes qui sont vraiment collées. C'est à côté de la ville de Nagoya, qui est une des plus grandes villes qui est à côté. Et en fait, voilà, Seto, c'était, je pense, une ville très réputée pour la céramique. Il y a peut-être 10, 15, 20 ans, je pense que c'était une ville qui était remplie partout de céramistes. Depuis, le flanc est un peu retombé et il y a toujours beaucoup de céramique et beaucoup de céramistes encore. Mais voilà, c'est pas une ville où on peut retrouver ce qu'il y avait il y a 15 ans, 20 ans. Les choses se sont un peu tassées, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de musées céramiques à Seto. Tajimi, c'est aussi une ville très intéressante au niveau de la céramique parce que voilà, il y a Seto, Tajimi et Mino qui sont trois villes vraiment côte à côte où voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dédiées à la céramique dans ces villes-là. Et voilà, même si on se balade dans Seto, en fait, tous les bâtiments qu'on voit, c'est pratiquement que des entreprises de céramique. Pas forcément des petits céramistes indépendants. La plupart du temps, c'est des espèces d'entreprises voilà, qui produisent encore des pièces pour le Japon.
ou même pour ailleurs. Mais je veux dire qu'il y a encore des entreprises qui peuvent créer des commandes pour des cafés ou pour des choses comme ça. Tout n'est pas délocalisé dans d'autres pays. En fait, il y a aussi beaucoup de Japonais qui consomment de la céramique japonaise. Et il y a aussi la ville de Bizen que je prévois d'aller voir bientôt, qui a un partenariat d'ailleurs avec la ville de Valoris. Euh, voilà, en fait, il y a un céramiste qui a accepté de m'accueillir à Bizen. C'est beaucoup plus vers l'ouest du Japon. Et là, je vais y passer 2 semaines. Mais voilà, j'ai pas encore été voir Bizen pour le moment. Et sinon, autour de Kyoto, il y a Shigaraki, la ville de Shigaraki qui est très, voilà, qui a un grand centre céramique et un grand, avec tout un parc. J'y suis pas encore allée, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est les endroits que je vais visiter. Voilà, j'ai déjà fait Tajimi, Seto. Le prochain, là, ça va être Shigaraki. Et après, au mois de novembre, j'irai à Bizen pour 2 semaines. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Dès que je rencontre des gens et que je leur dis, voilà, je suis céramiste, à chaque fois, les Japonais, ils me disent, ah, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Donc, si j'écoute tout le monde, en fait, je vais me finir ruinée en 2 mois parce que j'aurais dépensé tout mon argent à voyager. Mais en fait, voilà. On peut se faire des plans au préalable, mais on peut aussi se laisser porter par les recommandations de chacun et par les rencontres qu'on fait, quoi. Ok. Toi, quels aspects de la céramique tu aimerais développer et approfondir en étant là-bas au Japon? Euh, euh, En fait, ce qui m'intéressait le plus pour venir au Japon, c'est pas tant les techniques proprement parler, comment on fait un bol, comment on fait une tasse, etc. Euh, c'est pas ces techniques-là que je suis venue observer. Ce que je suis venue observer, en fait, c'est comment les céramistes organisent leur temps. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est comment les personnes organisent leur activité, organisent leur temps, et comment, en fait, comment le quotidien peut venir influencer la manière dont on travaille, comment on reçoit les clients, par exemple. Voilà, ce qui m'a le plus surprise en étant, parce que j'ai passé 4 mois dans un atelier à Seto, et ce qui m'a pris le plus surprise dans cet atelier, c'est en fait tout le soin qu'ils apportent à la clientèle et à l'emballage des pièces. Euh, Moi, j'ai trouvé ça fou en fait. Dès qu'ils font un bol, en fait, euh, si voilà, ils font une production. Euh, et en fait, quand il y a une exposition qui est programmée, ils envoient toutes les pièces sur place et avant de les envoyer, ils prennent les mesures de toutes les pièces et ils rajoutent quelques centimètres parce qu'en fait, ces mesures-là, elles serviront à fabriquer des petites boîtes en bois qui seront toutes sur mesure. Comme ça, s'il y a un client qui achète le bol, en fait, le client peut acheter le bol à la galerie d'exposition, mais il recevra toujours la petite boîte en bois qui correspond au bol avec signature et expliquer exactement quelle technique a été utilisée pour faire le bol. Et la petite boîte en bois sera expédiée par colis pour que la personne, si elle veut vraiment le bol à un moment donné, euh, ait la petite boîte en bois qui correspond au bol. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Puis tout le soin porté à l'emballage, moi, je me suis dit, mais on verra jamais ça en France. Ouais, c'est énorme. C'est un truc vraiment épatant, quoi. À quoi ressemble un atelier de céramique là-bas au Japon? Est-ce que c'est vraiment différent des ateliers de céramique en France? Euh, j'ai visité beaucoup d'ateliers assez tôt parce qu'ils organisent 2 fois par an des ouvertures d'ateliers. Donc, il y a des visites à faire. On peut déambuler dans toute la ville et visiter tous les ateliers. Mais comme c'est des ateliers d'entreprise, des fois, c'est des entreprises de 3 personnes.
mais c'est quand même des entreprises, donc c'est pas forcément des ateliers d'indépendants comme j'ai pu beaucoup voir en France. Euh, et en fait, il y a de tout. Je dirais qu'il y a 50% d'ateliers où c'est vraiment le bordel parce que ils stockent beaucoup de choses en fait, ils gardent beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la gestion des déchets ou je sais pas, mais les étagères sont remplies de pièces euh, et là où j'étais, ils s'éparpillaient dans plein de directions, donc il y avait des styles hyper différents, mais on sentait quand même la patte qui correspondait au style de Seto, parce que je pense que chaque ville a vraiment son style. Et en fait, voilà, il y a des ateliers qui sont très bien organisés, où on comprend très bien que cette pièce est dédiée à ça, cette pièce est dédiée à ça. Il y a des ateliers où en fait, on ne comprend pas ce qui se passe à tel endroit. Mais en fait, voilà, tout est plongé dans les petites habitudes du quotidien. Il y a des ateliers qui n'ont pas bougé depuis 100 ans, je pense. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui sont dans leur jus depuis des années et des années. Et il y a des choses qui bougent pas. Voilà. Ça fait un peu une plongée dans le passé. Au niveau au niveau des formes réalisées, qu'est-ce qui t'a le Mhm. plus marqué au Japon? Est-ce qu'il y a des formes phares que tu retrouves au Japon? Je vais surtout parler de la ville de Seto parce que c'est là que j'ai passé le plus de temps. Et je savais absolument pas quel genre de poterie j'allais trouver là-bas. Je suis un peu allée les yeux fermés. Et, et en fait, j'étais très surprise de voir qu'il y a des choses. Euh, ça peut être très kitsch en fait. Voilà, moi, l'image que j'avais de la céramique japonaise, c'était des choses très épurées, très minimalistes, avec des couleurs naturelles. Et cette céramique elle existe vraiment. Mais il y a aussi une part de la céramique japonaise qui est en fait très chargée en informations. Je me rappelle de bouteilles de saké en forme d'oiseau, avec le saké qui coule par le bec de l'oiseau. Et il décline ça avec d'autres animaux comme un taureau. Je pense que tout ça, ça a une signification. J'ai pas tout compris parce que je parle, voilà, la communication est pas toujours évidente. Mais voilà, ça m'a pas mal surprise. Il y a des choses que je m'attendais pas du tout à voir. Ouais, c'était assez déroutant. Et en fait, ils ont l'art, en fait, ils ont l'art de lier des pièces qui peuvent être très chargées en informations dans leur quotidien. Et en fait, quand c'est chez eux, ça fonctionne bien, en fait. Ça fonctionne très bien. Ils arrivent très bien à intégrer ces pièces traditionnelles dans leur quotidien. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça donne une nouvelle vision, en fait. Voilà. Ok. Et comment s'habille un céramiste japonais? Quel type de tablier est-ce qu'il va avoir? Quel type de chaussures est-ce qu'il va mettre? Le céramiste avec qui j'étais, il s'appelle Teppei-san. Enfin, voilà, c'est Teppei-san. Euh, il avait toujours un petit tablier en coton super épais qui nouait en fait de devant, qui couvrait que le bas et c'était un tablier qu'il utilisait dès qu'il y avait une séance d'émaillage pour émailler, je sais pas moi, 100, 200 bols. Voilà, il y avait tout un rituel où il préparait tout plein de choses. Et voilà, il y avait toujours ce petit tablier qui couvrait pas grand-chose, je pense. Euh, mais il y avait toujours ce tablier très traditionnel avec des kanji dessus, du coton bien épais. Euh, ouais, voilà. Mais sinon, les fringues du quotidien, je pense que c'est comme chez nous en fait. Hein. C'est des fringues qu'on n'a pas trop envie d'abîmer. Des chaussures de sécurité pour pas se faire mal aux pieds ou des choses comme ça. J'ai pas trouvé de vêtements spécifiques. En tout cas, pas là où j'étais. Ok. Est-ce que c'est toi qui prends toutes tes photos? Franchement, ton compte, il est magnifique. Tu sais prendre des photos aussi.
Mon feed Instagram, c'est pas très révélateur parce que les dernières photos, en fait, c'est des photos qui ont été prises par un ami quand j'étais au Vietnam. Parce que j'ai passé aussi un an au Vietnam pour faire de la céramique. Euh, c'était un ami photographe qui m'a fait des très très belles photos. Mais voilà, si on descend un peu plus, oui, il y a des photos que j'ai pu prendre. Les dernières collections, enfin les dernières pièces que j'ai faites, c'était à la Fondation Bruckner en Suisse, à Carouge. Et, euh, et là, oui, c'est moi qui ai pris les photos. Euh, c'est un médium, enfin c'est une technique que voilà, j'ai un appareil photo depuis que j'ai 18 ans et je bidouille pas mal avec et je teste des choses quoi. Et là, du coup, pour partir au Japon, j'ai acheté un nouvel appareil. J'ai pris un Canon EOS 5D Mark II qui est un vieux boîtier mais qui m'a été recommandé par des amis dont j'adore les photos. Euh, et je n'ai absolument pas le temps de retoucher toutes les photos que je prends. Du coup, je n'ai toujours pas publié la moindre photo prise avec cet appareil, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que j'avais prévu de faire en fait dès le mois de janvier. Et en fait, je n'ai absolument pas le temps. C'est terrible. Mais Donc bon, au moins, ça viendra un jour. ça veut dire que tu es bien occupé et que tu profites à fond de cette année, quoi. Ouais, Euh, c'est ça. Si tu devais citer trois céramistes japonais voilà, dont tu apprécies le travail et que tu aimerais rencontrer, C'est très compliqué de se souvenir des noms. que tu peux faire, Euh, bon, c'est que tu me les enverras par message et je les mettrai après dans Et le ben brief descriptif. ça peut très bien fonctionner parce que j'en ai, en fait, j'ai beaucoup d'images en tête de services dont j'adore le travail, mais j'oublie toujours les noms et entre les comptes Instagram et leur vrai nom et des fois c'est écrit en kanji, moi je suis complètement perdue. Euh, Donc, voilà, je me souviens d'un céramiste, son compte Insta c'est Ota et il y a des chiffres après, mais je sais pas quel est son nom japonais. Euh, on Il y a regardera. On verra Monaco, voilà, il y en a plusieurs, je te les enverrai sans problème. ok. Ben, comment t'imagines l'après expérience au Japon? Comment qu'est-ce que ça va t'apporter? Comment t'imagines le retransmettre, je sais pas, dans tes créations ou dans ta vie? C'est un peu compliqué pour moi de me projeter après. Euh, Parce que voilà, c'est la question du lieu d'atelier, du lieu de vie est une question qui me taraude depuis que j'ai 23 ans. Voilà, j'en ai 32. Et je me suis jamais vraiment posée avec un atelier en France. Et, euh, et voilà, je suis toujours en pleine interrogation là-dessus. Des fois, je rêve en fait, je rêve de vivre en Asie, d'avoir un atelier en Asie et là de découvrir le Japon. En fait, j'aimerais tellement avoir mon atelier au Japon. C'est quelque chose qui me ferait tellement rêver. Euh, mais du coup, au point de vue de l'influence, j'ai déjà vu des résultats en fait parce que j'ai fait des petites sculptures en fait pour un café assez tôt et j'avais pas beaucoup de temps, mais du coup ça m'a un peu mis la pression, donc j'ai dû sortir quelque chose de manière un peu plus instinctive parce que j'avais pas le temps de beaucoup y réfléchir. Et en fait, là où j'étais entourée de montagnes. Il y avait beaucoup de nuages avec des ciels magnifiques. Et voilà, il en est sorti des pièces sculpturales, beaucoup tournées sur la rêverie, les nuages, des montagnes, des couleurs très calmes, très douces. Et, euh, et oui, je pense que le Japon permet de se baigner dans une atmosphère de douceur, douceur de vivre, quoi. Donc, c'est pas du tout des choses violentes qui ressortent, c'est beaucoup de douceur. Non, ben super. Et pour terminer,
Est-ce que tu pourrais partager 3 conseils à quelqu'un qui aimerait, comme toi, partir faire une année de découverte au Japon? Oui, déjà, voilà, il existe différentes manières en fait de partir au Japon pour découvrir la céramique. Euh, voilà, il est possible de trouver des résidences artistiques. Du coup, pour ça, il faut postuler en amont. Et là où j'étais assez tôt, je sais qu'il y a un céramiste qui s'appelle Kassen Pottery qui lui accueille en fait des étrangers dans son atelier, qui enseigne en fait ses techniques et il accueille jusqu'à 3 personnes en même temps et c'est dans une durée de 1 à 2 mois, je crois. Trop Euh, bien. donc lui, il peut accueillir des étrangers dans son atelier et du coup, je pense qu'un visa touristique, ça passe très bien. Euh, et après, euh, si quelqu'un a envie de partir comme ça, sans aucune structure, je pense que c'est quelque chose de possible. Faut s'armer de courage un peu pour faire des expositions, aller à la rencontre des gens, essayer de communiquer. S'il y a des petites notions de japonais, ça aidera toujours parce que on peut pas dire que ils parlent tous anglais, loin de là. Euh, mais oui, aller dans les villages de céramique, oser toquer aux portes, le faire vraiment, enfin, ne pas être intrusif, mais faire les choses avec respect pour pas gêner les personnes qui peuvent nous recevoir. Mais parler de ce qu'on fait, parce que les Japonais sont très curieux, donc s'ils savent qu'on est céramiste, voilà, ne pas hésiter à montrer ce qu'on fait. Ils sont plutôt ravis en fait de voir des gens qui ont une passion et qui sont à fond dedans et qui traversent le monde entier pour vivre, enfin pour découvrir ça. Eux, ils sont ravis. Encore plus si on s'intéresse à leur culture. Donc, je dirais qu'il y a différentes manières de faire, mais ça dépend de chacun, du profil de chacun. Et puis surtout, si c'est des personnes qui ont moins de 31 ans, le PVT est à votre disposition. Programme vacances-travail. Et Voilà. en tout cas, c'est super à savoir. Bon, ben, en tout cas, Chris, ben, je te souhaite beaucoup ouais, profite bien de ce périple. Nous, on attend des photos, on attend tes retours Ouais. et, euh, et au plaisir pour un nouveau débrief sur le Japon. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.